À cheval, Gustave Flaubert pousse son périple vers l'ouest tunisien jusqu'au Kef. Lieu de l'antique Sicca Veneria, la ville, au sommet d'une colline, est surmontée d'une citadelle ottomane. Mais c'est d'abord la beauté des paysages qui séduit Flaubert, comme il le consigne dans un chapitre entier de son roman. Les oliviers faisaient de longues lignes vertes. Des vapeurs roses flottaient dans les gorges des collines. Des montagnes bleues se dressaient par derrière. Un vent chaud soufflait. Des caméléons rampaient sur les feuilles larges des cactus. Au nom du réalisme, mais aussi du rêve. Il a comparé Salammbô à la déesse de l'amour, de la beauté et de la séduction, mais aussi Tanit, la déesse de la lune. Donc il avait ce besoin charnel d'inventer une Salammbô, une figure mythique, inspirée justement de ces montagnes et de ces vallées sensuelles, mais aussi de la mythologie. Et dans un temple, à peine visible, dédié à Vénus, on dit qu'une forme de prostitution sacrée aurait été pratiquée. Alors Flaubert s'inspire de Vénus et de Tanit, son équivalent carthaginois, pour faire de la princesse une prêtresse. Érotisant Salammbô, Flaubert entremêle l'amour, le sexe et les dieux. Un cocktail explosif. Il était à genoux, par terre, devant elle, et il lui entourait la taille de ses deux bras, la tête en arrière, les mains errantes. Les disques d'or suspendus à ses oreilles luisaient sur son cou bronzé. Il soupirait d'une façon caressante et murmurait de vagues paroles. Le Kef ici, c'est une femme. Il la compare à une femme, avec ses monuments naturels, ses plantes, ses montagnes charismatiques, ses vallées. On retrouve le corps d'une femme. Plus qu'une prêtresse, il fait de Salammbô une sublime sorcière proche de la terre. Quand elle eut disposé 2 candélabres dont les lumières brûlaient dans les boules de cristal pleines d'eau, elle teignit de l'Ausonia l'intérieur de ses mains, passa du vermillon sur ses joues, de l'antimoine au bord de ses paupières et allongea ses sourcils avec un mélange de gomme, de musc, d'ébène et de pattes de mouche écrasées. Le romancier puise dans les rituels de beauté arabo-musulmans qui utilisent les plantes et des minéraux comme le gypse, le tamaris, les jujubiers ou encore les lentisques dont on extrait une précieuse huile de beauté. Il est ébloui, fasciné, ensorcelé par les plantes, les rites et rituels, les traditions. D'ailleurs, il a vécu ici chez les Bédouins sous la tente. Il a transcrit toutes ces sensations, ces émotions nouvelles. Son héroïne est définitivement puissante. Salammbô a l'aura d'une déesse, mais aussi d'une reine. Élissa, la légendaire fondatrice de Carthage. L'écrivain a su saisir combien l'histoire de la Tunisie a été marquée par les femmes. Élissa, en elle-même, symbolise à elle seule ce qu'il y a dans ce pays d'oriental et d'africain, notamment par rapport à la place des femmes et au rôle des femmes dans la société. Élissa elle-même est une princesse, il ne faut pas l'oublier. C'est une femme de poigne, c'est une femme qui a de l'allant. Ce n'est pas n'importe qui. Les princesses orientales sont des femmes qui ont véritablement leur mot à dire et ce ne sont pas des femmes de gynécée ou des femmes de harem. Maintenant, les femmes africaines, alors le génie de Flaubert, ça a été précisément de mettre le doigt là où il faut en parler, ce sont les femmes africaines. Et les femmes africaines de tout temps ont été des guerrières, des impératrices, des reines. Et Salammbô gagne encore davantage en majesté, en puissance et en mystère, lorsque Flaubert l'associe à la nuit mystique et à la lune. La blanche lumière semblait l'envelopper d'un brouillard d'argent.
La forme de ses pas humides brillait sur les dalles. Des étoiles palpitaient dans la profondeur de l'eau. À l'automne 1862, Salammbô paraît enfin. Le livre est qualifié d'attentat littéraire au confort bourgeois. Mais le succès commercial est tel qu'on parle d'une Salammbomania. Cette Salammbomania va d'ailleurs pousser les archéologues à faire des fouilles à Carthage sur les lieux dont parle Flaubert dans son roman. Alors à l'époque de Salammbô, les Romains sont fans d'un condiment, le garum. C'est du poisson qui a longtemps fermenté. Et c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Que font les Romains alors que Matho, l'amant de Salammbô, est longuement torturé à mort du côté de Carthage? Ils s'empiffrent de hérisson au garum. Le garum, c'est un condiment à base de poisson, un peu comme le gnoc mam vietnamien. Un mélange de sang, de viscères et d'œufs qui fermente longtemps, très longtemps dans du sel. Bon, dit comme ça, ce n'est pas ragoûtant, mais dans la Rome antique, tout le monde se l'arrache. Et c'est notamment à Néapolis, en Tunisie, une ville presque aussi importante que Carthage, qu'on le fabrique. À l'époque, Néapolis est au garum, ce que la saucisse est à Francfort ou la moutarde à Dijon, la capitale. Il faut dire que les Romains en mettent partout. Dans leur hérisson, on l'a dit, leur boudin, mais aussi leur compote de poire. Vous savez ce qu'on dit là-bas, hein? De gustibus et coloribus non est disputandum. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. À Néapolis, on vit bien. La cité est prospère et elle l'a été longtemps. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, déjà, l'historien Thucydide évoque cette ville, l'une des rares du Maghreb à porter un nom grec. Les ruines qu'on trouve à côté de Nabeul témoignent de son opulence et aussi de sa capacité à produire le garum. On y voit notamment des complexes industriels de salaison. En 2017, les archéologues ont découvert sous la mer d'autres vestiges de la ville, un monde englouti, des rues, des monuments et surtout près d'une centaine de cuves servant à la production de garum. Signe pour les historiens que la ville était sûrement le plus grand centre de fabrication du monde romain. Jusqu'à ce qu'au IVe siècle de notre ère, un tsunami noie une grande partie de la cité. Et on peut s'interroger, est-ce que ce ne serait pas une punition maritime? Un peu comme l'arroseur qui finit arrosé à Néapolis. Le pêcheur fabricant de garum a fini bouffé par les poissons.